C'est quoi pour toi prendre le temps ? Juste avoir conscience qu'il existe, avoir conscience qu'il est précieux, et le regarder et pas essayer de chercher celui qui va arriver après. Déjà, essayer de trouver cool celui qui est en train d'arriver maintenant. Ça veut dire s'écouter, ça veut dire prendre le temps de regarder ce qu'on a autour de soi, de pas être dans une course permanente et d'avoir un autre rapport aux choses, à notre environnement et aux gens. Bonjour à toutes, à tous et aux autres Adelphes, bienvenue dans ce premier épisode de ce nouveau podcast, et oui, encore un, qui s'appelle « Enfin, si vous avez le temps ». On prendra le temps plus tard d'expliquer ce qu'est ce podcast, son origine, d'où il vient, etc. Mais en quelques mots, on peut parler d'abord d'intersectionnalité et surtout l'objectif est de prendre le temps de parler de certains sujets. Quitte à revenir plus tard dans d'autres entretiens avec la même personne pour parler d'autres, voire même du même sujet, avec la même personne en posant d'autres questions. Aujourd'hui, nous faisons un long entretien avec Arnaud François, qui est professeur de philosophie à l'Université de Poitiers. Il travaille sur la philosophie de la santé, de la vie et du vivant, encore de la philosophie allemande et française, etc. Et aujourd'hui, le sujet sera le travail, puisque Arnaud François a publié un livre, Le travail et la vie, transformation actuelle du travail en 2022 aux éditions Hermann. Donc on va parler de philosophie contemporaine, du travail, des visions du travail, des problématiques liées au travail, notamment sur la vision du travail, et notamment de la question des classes dominantes. Je vous souhaite un bon épisode et on se retrouve à la fin. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors Arnaud, tu es professeur de philosophie à l'Université de Poitiers, tu es enseignant-chercheur de philosophie à l'Université de Poitiers, tu travailles notamment sur la philosophie du travail et la philosophie de la santé. Et c'est un peu pour ces deux raisons qu'on va se voir aussi aujourd'hui, parce qu'on va notamment parler de ton ouvrage qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle Le travail et la vie, transformation actuelle du travail. Est-ce que ça te convient, toi, comme présentation ? Est-ce que toi, tu auras envie qu'on te présente autrement en tant qu'enseignant-chercheur ou quoi que ce soit ? Non, ça me convient très bien. Il y a un fil conducteur entre les deux livres et puis quelques autres que j'ai fait un petit peu avant et que je vais faire un petit peu après. Le travail, la santé, j'essaye toujours de traiter des questions qui sont à la fois actuelles, contemporaines, brûlantes, vives, et puis en même temps sur lesquelles il y a beaucoup de préjugés à déblayer, avec des notions qui ne sont pas forcément évidentes, qui sont toujours politiquement un petit peu sujettes à caution parce qu'elles peuvent être reprises dans une orientation ou dans l'orientation opposée, de façon parfois un petit peu périlleuse. Je suis un petit peu là pour essayer de prévenir en philosophe, mais également en homme de la cité, qui essaye de réfléchir sur le présent pour prévenir quelques risques, quelques périls, essayer de montrer où ils surgissent et puis essayer d'indiquer quelle est la meilleure manière, à mon avis, de les éviter, de les empêcher. Voilà, par une analyse conceptuelle, textuelle, contextuelle aussi, issue de ma formation. Comment t'en es venu à faire de la philosophie du travail ? Parce que quand on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps pour discuter de ce projet, de cette interview, moi je t'ai dit, c'est marrant parce que quand j'ai lu ton livre, au début j'étais en train de me dire, tiens, la philosophie du travail, c'est quelque chose qui me semble un peu flou, parce que pour moi, quand on parle de travail, je pense sociologie, je pense syndicalisme évidemment, je pense politique, je pense économie, mais je pense pas forcément philosophie. D'où ça vient, cette philosophie du travail ? J'imagine que tu es pas précurseur forcément dans ce... Il y a une philosophie du travail potentiellement qui existe avant toi, et d'où ça vient cette idée de la philosophie du travail ? C'est très vrai que la philosophie du travail existe, mais qu'elle est un tout petit peu reléguée au second plan dans les études philosophiques pour les étudiants et puis dans les recherches qui se font à l'heure actuelle en philosophie. Il y a de très très grandes références quand même, assez incontournables. On pense à Marx, on pense à Hannah Arendt, on pense aussi, eh bien, par exemple, je ne sais pas, Adam Smith, on pense aussi plus proche de nous à Axel Honneth, puis dans la tradition pragmatiste américaine, on peut penser à John Dewey,
en France. On a un certain nombre de références, Yves Schwartz, lui-même lecteur de Canguilhem, enfin beaucoup d'autres, et puis quelques collègues actuels en France ou à l'étranger s'intéressent beaucoup à la question du travail. Je pense à mon collègue de Poitiers, Alexis Cuquier, qui est une référence en la matière. Mais enfin, c'est vrai que c'est toujours un petit peu minoritaire pour des raisons qui sont notamment politiques, hein, parce que s'intéresser à la philosophie du travail, c'est très très difficile et même à mon avis impossible de le faire sans prendre soi-même un certain nombre de positions dans le champ universitaire et politique, de sorte qu'il y a une méfiance institutionnelle, académique, qui se développe à l'égard de la philosophie du travail. Et j'en veux pour preuve le fait que la notion de travail, qui pendant très longtemps fait partie du programme de Terminal, au moins depuis 1973, et le programme d'Agonier a été, ces dernières années, ces 10 ou 20 dernières années, assez souvent menacé finalement de disparaître du programme de Terminal, au motif plus ou moins avoué que eh bien, c'était un cours qui était trop politique, hein. Donc voilà un petit peu pour la situation de la philosophie du travail aujourd'hui. Et de fait, hein, en tout cas en France, eh bien, qui a vocation à l'université dans la recherche à parler du travail, ce sont principalement et c'est une très bonne chose hein, que je ne conteste pas, ce sont principalement des sociologues et des psychologues, hein. C'est la sociologie du travail et la psychologie du travail qui fournissent, je dirais, 70 ou 80% des discours scientifiques solides, fiables sur la question du travail aujourd'hui en France. Oui, puis le travail, là, vraiment, il y a. Bon, là, on est au moment de l'enregistrement de cette émission, on est début janvier 2025. Il y a à peu près un an et demi, il y a eu ce grand mouvement populaire en France contre la réforme des retraites imposée littéralement par le gouvernement. Enfin, j'ai envie de dire, il n'y a rien de politique, mais bien sûr que si, c'est politique de dire ça, évidemment, puisque c'est politique de dire que ce n'est pas vrai, puisqu'effectivement, démocratiquement, ça a été fait par 49.3, etc. Mais bon, voilà, puis même à l'heure actuelle, dans les différentes tergiversations de la part de François Bayrou pour faire en sorte de ne pas se faire censurer, il y a notamment les discussions avec une partie des groupes politiques à l'Assemblée nationale de la gauche, c'est-à-dire globalement, en l'occurrence, le Parti communiste français, les écologistes et le Parti socialiste notamment. Et l'une des conditions pour potentiellement ne pas censurer ce gouvernement de la part de ces trois blocs de gauche, c'est de dire d'accord, mais venez, on revient sur la réforme des retraites. Alors après, est-ce qu'on y revient complètement? Est-ce qu'on la met sur pause? Enfin, après, c'est des discussions politiques pour le coup. Et justement, le travail, il n'a jamais été aussi. J'ai l'impression que, notamment, enfin, c'est même plus qu'une impression, il y a depuis plusieurs années, des dizaines d'années, des décennies, il y a une dépolitisation du travail en soi, dans les conditions de travail, ce que c'est. On ne parle plus de salariés, on parle de collaborateurs, on parle de choses comme ça. Et ça, c'est important quand même de pouvoir souligner que, bien évidemment, que les termes changent, que les contrats changent, que la loi change, puisque aussi le côté juridique, évidemment, du travail, mais les conflits internes entre responsables et salariés, ils existent toujours. Bien entendu, il y a une dépolitisation, notamment par le vocabulaire hein, de la question du travail, et qui arrange bien effectivement les personnes qui sont en situation d'embaucher, de rémunérer, et puis les gouvernements aussi qui préfèrent une situation sociale apaisée, pacifiée, du moins tant que ça peut se voir dans l'espace public. C'est très intéressant parce que y a un mouvement inverse qui se laisse percevoir en France, au moins depuis 2016, hein, c'est-à-dire une succession de lois travail, de réformes du monde du travail ou du marché du travail, hein, comme on dit depuis au moins un demi-siècle de façon à la fois effrayante et significative. Une série de lois, il y a eu la loi El Khomri en 2016, dès 2017, une nouvelle ouverture de discussion autour des ordonnances pénicaux. 2018, 2019, chaque année a vu apparaître un projet de réforme sur une zone particulière de la question du travail, que ce soit les retraites, que ce soit l'ouverture à la concurrence de la SNCF, que sais-je, hein, sans même parler évidemment du mouvement
les gilets jaunes, qui est très difficilement compréhensible si on ne le rattache pas, d'une part, à l'urgence écologique et d'autre part à la rémunération du travail et à la capacité du travail à garantir un certain niveau de vie. Donc effectivement, pendant les 7 dernières années, hein, depuis le début du premier quinquennat de Macron et même depuis la fin du quinquennat Hollande, qui de ce point de vue sont vraiment en continuité, eh bien le monde du travail en France est soumis à une pression extrêmement forte. Et ce qui est curieux, ce qui, comme tu le pointais, est paradoxal au vu de la relative disparition ou absence de la question philosophique du travail et même sociologique ou psychologique du travail en tant que tel dans l'espace public de discussion. Et je dirais qu'il y a eu un moment quand même d'émergence, d'apparition au centre de l'attention politique et médiatique de la question du travail. C'était la campagne de Benoît Hamon en 2016-2017, hein, d'abord pour la primaire socialiste et puis ensuite pour l'élection présidentielle elle-même, parce que Hamon n'hésitait pas à placer vraiment le travail au cœur des préoccupations politiques. D'une part, l'avenir du travail, l'avenir du salariat avec l'ubérisation, l'avenir du travail du point de vue également de la rétribution du travail, hein, de la rémunération, il a posé la question du revenu universel, ce qui est une manière d'entrer dans la question du rapport entre le travail et puis les conditions de vie. Et puis, ça n'est pas tout. L'avenir du travail au vu de la mécanisation, de ce qu'il appelait la robotisation, hein, de beaucoup de tâches jusqu'à présent effectuées par des humains. La question de la sécurité sociale aussi, hein, puisque envisager une taxe sur les robots qui devait permettre d'alimenter la sécurité sociale et la sécurité des personnes au travail. Voilà, donc tous ces éléments ont remis la question du travail au cœur de l'attention médiatique et politique. Il a été suivi d'ailleurs par beaucoup de candidats. La question du travail, par là même, est entrée dans les préoccupations d'Emmanuel Macron, dans les préoccupations de la droite, hein, du candidat de droite François Fillon, qui était obligé de se positionner sur ces questions-là. C'est un phénomène qui était tellement intéressant que moi, je me souviens que même à l'intérieur de l'institution philosophique, un geste a été fait pour rouvrir ce dossier qu'on croyait un petit peu fermé depuis quelques décennies, puisque l'agrégation de philosophie a décidé, le jury a décidé de mettre au programme de l'agrégation en 2017 pour l'année 2018 la question du travail. Précisément, c'est une décision qui a été prise pleine campagne présidentielle de 2017 et qui était elle-même symbolique, hein, d'une certaine velléité de la part de l'institution de remettre la question philosophique du travail au goût du jour. Et ça a été malheureusement un tout petit peu sans lendemain pour les raisons qu'on essayait d'indiquer, toi et moi, il y a quelques minutes. Oui, et on reviendra de plus en détail sur ton ouvrage tout à l'heure. Moi, je voudrais revenir un peu sur la philosophie de manière générale aujourd'hui. Petite remarque un peu provocante, évidemment, parce que tu me connais. Quand je pense à la philosophie contemporaine aujourd'hui, actuelle vraiment, aux grands philosophes, les noms qui me viennent en tête, c'est terrible, hein. C'est Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy, Michel Onfray, Houellebecq, aussi Enthoven. Pourquoi est-ce que la plupart des philosophes médiatisés, c'est des gros réacs, en fait? Genre, c'est une question qui me préoccupe aussi, hein. Je veux dire, on assiste vraiment à un retour des intellectuels de droite. C'est une figure qui avait beaucoup disparu. C'est une figure qui était vraiment quasi exceptionnelle, ultra minoritaire dans les années 70-80. Et d'ailleurs, ceux que tu as nommés se plaignent assez d'avoir été pendant plusieurs années comme ça, soi-disant bâillonnés, hein, parce qu'ils adoptent volontiers un vocabulaire complotiste. Mais c'est une figure effectivement qui a eu des heures de gloire à la fin du 19e siècle, hein, avec Maurras ou Déroulède ou Barrès, jusque dans les années 20-30 pour Maurras, Barrès. C'est une figure qui a effectué un retour un petit peu timide après la Deuxième Guerre mondiale, avec quelques noms qui restent un petit peu.
Bon, on parlait du groupe des Hussards, on parlait de figures comme Jacques Laurent, Antoine Blondin, qui ont été un petit peu, comment dire, oui, reconnus par un certain succès littéraire dans les années 1950, mais ça a été ensuite vraiment très, très, très minoritaire, souterrain pendant un certain nombre de décennies, pendant les décennies, je dirais 60, 70, 80, et jusqu'à nos jours où ils font comme ça un retour qui est assez fracassant sur la scène, sur l'espace public. Moi, bon, c'est-à-dire les interprétations, les explications de ce phénomène pourraient être nombreuses. Disons, moi, je décèle des phénomènes ou des constantes. Il y a quelque chose qui apparaît, qui me semble un petit peu faire le trait d'union entre les différentes figures que tu as mentionnées. C'est un certain goût pour une posture de l'intellectuel en tant que personne supposément lucide. Et lucide, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie lucide seul, par opposition à une lâcheté, une mièvrerie, une naïveté qui est nécessairement commune. Hein, c'est les expressions d'être les moutons bêlants du système qu'on trouve souvent chez Zemmour. C'est l'accusation de vivre dans le monde des bisounours, d'être celui qui pense que tout va bien ou que tout un jour peut aller bien. Les bien-pensants. Les bien-pensants, voilà, exactement. Hein. Donc cette espèce de rhétorique à la fois victimaire et complotiste, et en même temps très agressive et très provocatrice. Voilà, moi c'est un petit peu les aspects que je vois, et tout ça reposant sur l'idée que le monde est pénible, le monde est dur, qu'il y a une violence sociale et même naturelle, essentielle dans l'homme, qu'il faudrait accepter. L'homme est un loup pour l'homme. La vie est une guerre de tous contre tous et non pas un monde de bisounours. Et seules quelques figures intellectuelles auraient la force, le courage, l'ampleur de vue, la lucidité, la sagacité d'apercevoir et de rappeler aux autres que le monde est comme ça, que le monde est dangereux et qu'il faut savoir en tirer son parti, se protéger contre des dangers, des périls, des menaces qui viennent de toutes parts. Pas tellement du climat parce qu'ils en parlent beaucoup, mais plutôt d'autres cultures, d'autres civilisations. Voilà, on a ici un portrait type, je dirais, de l'intellectuel de droite contemporain, basé sur un triptyque le monde est mauvais, les gens ne veulent pas le voir, et moi je suis le seul suffisamment circonspect, suffisamment lucide pour m'en apercevoir. Oui, Donc c'est le portrait robot, c'est l'idéal type des intellectuels que tu mentionnais, à mon avis. Oui, puis avec toute cette dimension de, en tant qu'intellectuel, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand il parle des sachants, des bien-pensants, etc., en fait, en train de critiquer ce qu'il considère être des intellectuels de gauche, en même temps, j'ai envie de dire, au vu de qui sont ces personnes, c'est compliqué de pas être à gauche d'eux, en fait, en soi, sur des thèmes. Ils se posent eux aussi en repère moral sur ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Enfin, on a pu voir la plupart des philosophes, alors Houellebecq, je l'ai moins entendu, mais que j'ai cité auparavant, donc BHL, Finkielkraut, Onfray et bien évidemment Enthoven, sur la question actuellement brûlante internationale, globalement sur la question de la guerre que mène Israël sur le terrain de la Palestine et le massacre qui est lieu. Alors il y a de l'histoire, enfin après on n'est pas forcément là, mais il y a vraiment ce truc de ce sont les premiers à très rapidement, dès que des personnes critiquent la façon dont agit Israël et le manque de réaction du monde actuel sur le caractère criminel de ce que fait l'État d'Israël, vont eux ramener un truc de ce sont des antisémites et rapidement être sur un truc de et eux-mêmes se poser un repère moral de nous on sait ce qu'il faut dire, on sait ce qu'il faut faire. Je serais très intéressé à lire et à voir se développer des travaux historiques, d'une part évidemment sur l'histoire des relations entre Israël et le peuple palestinien, qui est en tant que tel un chapitre essentiel, mais également sur l'histoire de cette idée qui n'est pas tellement naturelle au fond, suivant laquelle il y a contradiction à défendre les droits d'Israël et les droits du peuple palestinien. Je serais très, très intéressé à ça parce que c'est présenté comme une espèce d'axiome intouchable, inattaquable,
par une série de plumes ou de voix que tu évoquais, alors que c'est pas très intuitif finalement. Pourquoi serait-il impossible, hein, de soutenir, de défendre, d'avoir une position a priori favorable aux 2 types de droits, aux 2 droits des populations, mentionnées qui, bien, sont des populations, humaines, dignes en tant que telles de respect, d'attention, je y a-t-il au fond tellement contradiction, hein? C'est-à-dire évidemment, je ne veux pas nier qu'il y ait parfois des antagonismes d'ordre politique et conjoncturel. Ça peut bien sûr arriver et puis ça serait s'aveugler que de ne pas le voir. Mais y a-t-il au fond, impossibilité, contradiction, hein, à essayer de prendre le dossier de ce simple point de vue, hein, qui est au fond de reconnaître les droits, des 2 parties, comme s'il y avait là, une obligation de choisir, hein. Vous êtes, avec moi, vous êtes contre moi, vous êtes pour les uns ou vous êtes pour les autres. On est au-delà dans la manière dont c'est présenté, hein. On est au-delà simplement de la tension entre des intérêts divergents. On est véritablement dans le choix entre 2 manières de dire le monde, entre deux lexiques, entre deux idiomes, hein, pour reprendre l'expression de Jean-François Lyotard, qui seraient réputés inconciliables, incompatibles de toute éternité. Et ça, c'est quelque chose qui a forcément une histoire. Il est tout à fait possible de retracer l'histoire, hein, de ce prétendu axiome d'impossibilité à concilier les 2 idiomes. Oui, puis en plus sur des gens qui vont souvent pourfendre les wokistes, les gens de gauche, Ouais, etc. Et notamment la binarité. En fait, le fait que, pour reprendre je pensais jamais dire ça un jour, mais pour reprendre les propos de Raphaël Enthoven, quand à un moment donné il se met à parler des personnes woke, et notamment sur la question de l'intersectionnalité des luttes, en disant globalement, si t'es un homme blanc, hétéro, etc., tu fermes ta gueule, t'as rien à dire. Lui-même, en reprochant une binarité, en reprochant des binarités et des propos binaires, binarise les propos qui ont été entendus, alors que c'est pas du tout ce qui est tenu par les propos des personnes intersectionnelles en majorité. C'est dire non, juste en fait, y a des moments où effectivement il y a des personnes qui sont plus ou moins légitimes à parler de certains sujets, et surtout en fait il y a des gens qu'on n'a pas écoutés depuis des années pour parler de ces sujets-là, quoi. J'en veux pour exemple, par exemple, dans beaucoup de rédactions, de rédactions notamment journalistiques, il va y avoir des choses de ah ouais bon ok, toi tu veux parler de la Palestine mais en même temps t'es musulman, est-ce que tu penses que t'es pas un manque d'objectivité? Toi tu veux parler de féminisme mais en même temps t'es une femme, ah ok, etc. On se pose pas la question quand il y a des personnes blanches chrétiennes qui vont venir aller défendre, je sais pas, les chrétiens d'Orient par exemple, et ce qui se passe, alors que après tout dépend de leur confession et s'ils sont pratiquants, etc. Mais en fait il y a ce truc un peu de rebinariser les choses, et en fait alors que le monde semble se complexifier un peu, juste dans les faits, il y a des choses qui sont différentes, il y a des combats différents, il y a des combats qui sont mettables en place, et effectivement on va en parler quand on reparlera plus de la question du travail. Ce que font ces philosophes, non, faut qu'on revienne dans une binarité, il y a le bien et le mal, il y a ce truc-là, et on revient vraiment sur la question notamment de l'extrême centre, de tout ce truc, etc., de je suis la voix de la raison, et notamment une rédaction comme Franc-Tireur par exemple, qui est bourrée menée par Christophe Barbier, de propos et de choses où vraiment l'ordre moral c'est celui-là, il faut ça, nous sommes ils le disent eux-mêmes, quoi, nous sommes la voie de la vérité et de la raison. Et qui sont quand même 2 concepts philosophiques, la vérité et la raison, quoi. C'est fou de s'approprier ça. C'est ça, ça devient dangereux à partir du moment où il y a ceux qui disent nous sommes le camp d'eux. Voilà. C'est très salutaire comme arme de combat, comme arme de révolte ou de destitution, mais c'est très périlleux au contraire à partir du moment où on s'en revendique. Quand on dit nous sommes le bien, nous sommes la justice, hein, ça peut même fournir des slogans impérialistes et belliqueux. Mais la question de la binarité, elle est très intéressante aussi philosophiquement. C'est-à-dire, bon, parmi les multiples réponses qu'on pourrait faire à ce que tu dis, j'en garde une rapidement, qui est de dire effectivement, dès lors qu'il y a binarité, il y a implicitement partage entre une moitié que l'on considère comme représentant le bien et une moitié que l'on considère comme représentant le mal. Et de ce point de vue-là, une bonne arme philosophique, et puis également dans la rhétorique, dans la discussion, dans l'argumentation, c'est d'essayer de procéder par typologie, peut-être pas pour énoncer des catégories définitives, mais disons le 6, le 7, le 8, hein, et toujours
beaucoup plus complexe et politiquement beaucoup plus efficace que le 2. Hein. Pour déboulonner le 2, passer par le 6, le 7, le 8, c'est une des meilleures manières de procéder. Essayer de voir comme ça des distinctions fines, des couleurs qui sont proches les unes des autres et non pas des couleurs qui s'opposent de manière duelle. Mais pour en revenir à la question un petit peu en amont que tu posais, et puis c'est la mention de telle ou telle rédaction, de telle ou telle revue qui m'évoque ça, il faut évidemment avoir en tête un phénomène qui est très, très, très lourd, très, très, très massif à l'heure actuelle, mais qui essaye un petit peu de se dissimuler derrière les figures, les visages ou les voix qu'on entend, qu'on voit dans les médias, radio, télé, internet. C'est le pouvoir, la puissance des très, très gros groupes de presse, en réalité, dans la promotion de certaines idées. Il y a vraiment quelque chose à l'œuvre. Et ce n'est pas du tout être complotiste que le dire, parce qu'ici, ce sont des noms qui sont connus, des fonds que l'on peut tracer, on peut retrouver les interventions dans tel ou tel conglomérat. Je pense évidemment au rôle joué par Bolloré, un peu moins par Lagardère, par quelques autres, qui possèdent véritablement des empires. Et c'est très, très préoccupant, très, très grave, parce que dès lors qu'on est en démocratie et qu'on fait confiance à la souveraineté du peuple, alors une question importante se pose, c'est de savoir qui éduque le peuple, hein, qui décide de ce que le peuple va avoir parmi ses premières préoccupations, parmi ses références intellectuelles. Le peuple essaye de penser, tant est que ça existe, le peuple. Hein, les gens essayent de penser de façon intelligente. Et une bonne partie de ce choix dépendra de ce qu'on leur donne pour l'intelligence, pour la pensée, pour l'instruction. Et ici, des empires médiatiques comme celui de Bolloré peuvent jouer un rôle qui est profondément toxique. Si on vous dit que les références de la pensée sont Onfray ou Houellebecq, hein, c'est chaud. Voilà. Bah oui, c'est chaud. Très, très chaud. Bah oui, parce que oui, et puis puis comme tu le disais, c'est de tenir des propos même carrément outranciers parfois et violents. Enfin, notamment pendant l'affaire de tout ce qui s'est passé avec MeToo, quand ça a explosé, on se souvient de ce moment terrible d'Alain Finkielkraut qui, pour plaisanter en face de Caroline Dehaas, se moque ouvertement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Et des choses où c'est immonde et un truc de en fait vous voulez pas qu'on vienne vous critiquer sur le fait que vous êtes des mecs blancs hétéros cisgenres etc, mais en fait désolé mais vous venez de prouver que vous êtes hyper problématique en fait, le fait de rire de ça et c'est terrible parce que j'ai l'impression que ça donne alors déjà ça donne un discrédit particulier aux propos tenus dans le champ philosophique déjà, et en fait encore c'est des gens les gens ont la parole quoi, ces gens-là ont la parole, on leur donne la parole. Ça nous ramène à la question de départ, effectivement, oui, la fonction de la philosophie, des philosophes dans le champ de la pensée aujourd'hui, de la pensée médiatique, politique, des différentes possibilités d'intervention qu'on peut avoir. On se sent bon soi-même quand on a fait confiance à la philosophie pour essayer de donner un lieu et un matériau d'intervention pour son existence, pour la façon dont on voit le monde et dont on a le projet d'y participer en essayant de l'améliorer localement. Ça donne parfois un petit peu le sentiment de choix qui ont déjà été faits en amont et par rapport auxquels on est obligé de trouver des parades, des tactiques de contournement. Parce que de fait, oui, comme tu dis, il y a une certaine image qui est donnée de la philosophie qui jette le discrédit sur ce que c'est que la philosophie, qui risque de jeter ce discrédit ou de faire aimer la philosophie pour des raisons tout à fait illégitimes, au contraire. Et c'est pas comme ça qu'on travaille quand on fait de la philosophie. Enfin, je veux dire, là, on a affaire à des personnes qui sont constamment sollicitées, qui sont 4 ou 5 à se relayer et à avoir une opinion sur à peu près tous les sujets disponibles sans les avoir nécessairement approfondis, travaillés.
on a le sentiment que, enfin moi j'ai ce sentiment parfois que les personnes à qui on demande un avis sont ceux qui ont le moins de temps de l'élaborer. Les personnes qui prennent le temps d'élaborer leurs avis, eh bien, de fait, passent tellement de temps à élaborer leurs avis, c'est-à-dire à travailler tout simplement, et non pas à soigner leur réseau, hein, qu'on ne les invite pas, qu'on ne leur demande pas quel est leur point de vue. Et ça, je crois, c'est un très grave paradoxe, hein, vraiment une très grave antinomie, parce que ça amène à une impossibilité pour les personnes qui travaillent sur les sujets et qui ont au contraire des opinions fines et élaborées à fournir, eh bien, d'accéder à ces positions d'opinion qui sont préattribuées à quelques individus qui sont toujours les mêmes et qui jouent un rôle de commande en réalité dans les médias. Donc ça n'est pas du tout comme ça que travaille la philosophie. La philosophie, on en a une image qui est très très fausse, hein, effectivement, quand on s'en tient aux quelques noms que tu évoquais, en particulier à Onfray. Enfin, je veux dire, comment avoir le temps d'élaborer tout ce qu'on dit quand on écrit autant, que l'on publie autant. Enfin, je veux dire, matériellement, une seule personne ne peut pas y suffire. Donc, image qui est tout à fait fausse et qui rejaillit effectivement d'une manière un petit peu nocive, un petit peu toxique sur le sentiment qu'on peut avoir de nous-mêmes, sur le sens de la pratique philosophique. On peut être tenté par une certaine mélancolie, un certain désinvestissement à l'égard de l'activité philosophique elle-même. Est-ce que le discours philosophique travaillé, élaboré, structuré, informé est quelque chose qui est encore en définitive demandé par la société? Est-ce qu'il y a encore une envie, un besoin vraiment de philosophie? Parfois, certains d'entre nous peuvent en douter, d'autant plus que le philosophe, alors à côté de cette image, un petit peu de vernis médiatique, de paillettes et d'opinions réactionnaires, le philosophe a aussi une image peut-être un petit peu moins illégitime, mais pas tout à fait erronée, d'être quelqu'un qui travaille à l'expression compliquée, qui hésite à trancher sur des questions, qui veut toujours apporter de la nuance ou de l'approfondissement. Et évidemment, bah, c'est incompatible avec la possibilité importante aussi, hein, de donner des avis clairs, des orientations marquées, de trancher des questions, parfois un petit peu dans l'urgence sur des dossiers politiques. Donc voilà, on est face à ce tableau qui donne à la philosophie vraiment menée selon ses propres méthodes une place qui est au fond, à l'heure actuelle, peut-être pas désespérée, je ne le crois pas, mais assez réduite, assez modique. Et j'invite à ce qu'on cherche à réfléchir aux moyens de l'élargir, hein, de l'élargir, de l'arrondir, de la consolider. C'était très intéressant quand même, là, cette petite demi-heure de discussion pour introduire ce que c'est que la philosophie. Oui, mais aussi pour toi, en fait, sur cette, voilà. D'y revenir, en fait, parce que c'est Donc important. le travail. Et donc on revient au travail, voilà, et littéralement au travail de philosophe, en fait. Voilà. De comment est-ce qu'il y a des exceptions personnelles qui sont le cas, et justement, ne donnons pas trop de temps de médiatisation à ces personnes que sont ces philosophes. Donc du coup, toi, il y a 2 ans, tu as sorti un livre qui s'appelle Le travail et la vie, avec un sous-titre et oui, et là c'est formidable comme travail de journalistique quand même, c'est de ne pas se souvenir du titre de l'ouvrage. C'est Transformation actuelle du travail pour le sous-titre. Pourquoi? Donc tu as plusieurs chapitres, tu parles d'abord des définitions du travail, tu parles ensuite des conditions de travail, tu parles du bien-être au travail, tu parles des mal-être au travail, tu parles de toutes les nouvelles notions qui sont rentrées, et dès le début tu mets les pieds dans le plat de ton premier chapitre sur la définition du travail et l'introduction même. C'est en fait, il y a un moment donné, faut qu'on parle de Marx, quoi. Il y a un moment donné où faut qu'on y aille, parce que aujourd'hui on essaye, on en parlera certainement dans le travail. Aujourd'hui il y a une grosse resyndicalisation au moment de la réforme des retraites. Vraiment, les adhésions dans les syndicats, notamment majoritaires comme la CGT et la CFDT, ont explosé à ce moment-là, parce qu'on se rendait compte que les syndicats
pouvait avoir un impact. Alors après, il y a des débats sur les stratégies au moment de la réforme des retraites, faire des grèves perlées, faire par des grèves perlées les blocages, ça c'est autre chose. Hein. C'est des débats politiques, syndicaux et syndicaux qu'on pourrait avoir aussi, mais c'est peut-être pas forcément l'objet de cet entretien pour l'instant. Et justement, parce que je trouve intéressant, c'est que aujourd'hui, politiquement, on explique non, mais en fait, on n'est plus, c'est fini là, les marxistes. Là, au bout d'un moment, on en a marre. Là, il y en a marre des gauchistes. On en a marre de Marx. Là, c'est bon, quoi. Les classes sociales, c'est n'importe quoi, etc. De vouloir complètement retirer ça. Alors, effectivement, potentiellement, on n'est plus dans les mêmes formes de classe sociale et de domination au travail, exactement les mêmes formes que ce que Marx décrivait, parce que c'était quand même il y a quelques temps. Pourtant, cette forme de domination, elle continue, elles sont toujours là. Il y a toujours des dominations. Ça, c'est le point sur lequel, à mon avis, on peut poser, baser, centrer, articuler la question qui a été évoquée tout à l'heure, hein, des binarismes, de l'intersectionnalité, binarisme de genre, binarisme de position dans le travail, binarisme dans les relations entre les groupes sociaux. C'est une distinction en fait qui traverse tous ces binarismes et qui est celle de position dominante et de position dominée. Je crois qu'il existe effectivement des dominations de fait. Et le problème des dominations de fait, c'est qu'elles donnent aussi accès à la possibilité de tenir des discours sur la domination et donc d'élaborer des discours visant à invisibiliser le fait de ces dominations. Et ça, il y a un discours qui est tout à fait utile, un positionnement philosophique qui est tout à fait utile pour le faire apparaître. C'est le discours non pas tellement marxiste, même s'il y a chez les marxistes un grand nombre de travaux qui sont tout à fait dignes d'intérêt aujourd'hui, on l'oublie trop souvent, mais véritablement chez Marx, hein, les travaux marxiens. Et Marx est une référence très, très, très importante pour aujourd'hui, qui demande à être relue très, très attentivement. Et même des passages du Capital qui ont été lus, relus, commentés des dizaines et des dizaines de fois, peuvent encore nous apparaître sous un jour tout à fait nouveau. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de la problématique du travail par rapport aux revenus et aux propositions de revenus universels qui ont été évoquées en France par Hamon il y a quelques années, il y a des pages de Marx qui sont tout à fait saisissantes sur cette espèce d'anthropologie qui nous anime à notre insu, au moins depuis 2-3 siècles, depuis la fin du XVIIIe siècle et l'apparition du marché. C'est l'idée suivant laquelle l'homme est fondamentalement paresseux. Et ça, Marx, c'est une idée qu'il rejette d'une manière définitive, puis très polémique, très ironique, en même temps très convaincante, en disant que c'est une vision qui a été inventée, forgée, posée sur la table avec des visées idéologiques extrêmement précises à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle par des gens comme Adam Smith ou comme Adolphe Thiers, l'économiste libéral fusilleur de la Commune en 1871. Adolphe Thiers, pour qui l'homme est fondamentalement paresseux, sa tendance serait de ne rien faire, de ne pas travailler. Et voilà pourquoi il y aurait eu, aux origines du capitalisme, comme des grumeaux, un différentiel entre de petites fortunes qui sont accumulées par les quelques rares individus méritants, prêts à travailler, âpres à leurs tâches, qui ont se retroussant les manches, accumuler ces premiers commencements de fortune au milieu d'un océan nivelé de personnes ne travaillant pas, faisant la fête du soir au matin, dormant le jour, qui constituerait l'immense proportion majoritaire de l'humanité. Cette vision-là des économistes libéraux, Marx nous dit, voilà, c'est la vision qui se répand en tant qu'idéologie libérale, qui nous anime et qui nous fait croire une paresse naturelle de l'homme. Il faudrait pouvoir tirer
l'humain de sa paresse, voilà. Donc par ce pouvoir polémique-là, par ce pouvoir contestataire-là, je donne ça comme exemple pour montrer l'importance, l'actualité de Marx, la nécessité de le relire et la distance qu'il peut nous permettre de prendre par rapport à des idées qui pourraient nous paraître indiscutables parce que, bien de fait, tous les discours du travail comme mérite, tous les discours de la paresse comme pente naturelle de l'humanité, ils constituent vraiment le substrat de la plupart des discours et des politiques du travail, rémunération au mérite, par exemple, depuis le spectre de la social-démocratie jusqu'au libéralisme, qui trouve beaucoup de ces partisans, de ces turiféraires à droite et à l'extrême droite. Oui, et puis même aujourd'hui, on les retrouve encore. Aujourd'hui, ces visions du travail. Enfin, là, actuellement, sur la question, les différentes réformes du chômage, les différentes réformes du RSA, sur cette vision de, en fait, il y en a, c'est bon, quoi. Ils sont bien contents d'être chez eux, à rien foutre. Il y a même des théories disant enfin, même des propos qui ont été tenus disant qu'en fait, il y a des gens qui gagnent plus au chômage que au travail. Et ça a été réfuté par beaucoup d'économistes, notamment Thomas Porcher, qui a pu le dire. En fait, jamais, en fait, on gagne. Et puis bon, le RSA, quand on voit la somme ce que c'est, on n'est pas non plus dans l'oisiveté totale. Et quand bien même, il y a des preuves pour dire qu'en fait, quand bien même, ok, très bien, toutes les personnes qui sont au chômage là, imaginons elles prennent de l'emploi, elles prennent un emploi. Quand on regarde les statistiques de Pôle emploi et de France Travail aujourd'hui, il y a beaucoup plus, je crois qu'il y a 2 fois plus de chômeurs que d'offres d'emploi. Donc en fait, quoi qu'il se passe, ce serait pas possible. Et en fait, sur un truc mais sur cette vision justement de qu'est-ce que c'est que le travail. Non mais il faut travailler. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas voilà, on va produire des trucs. Alors généralement on va et notamment sur le travail, cette vision de il faut subvenir à ses besoins, puis il faut participer à l'effort national aussi. C'est important quand même de participer à l'effort national. Oui. Le présupposé des politiques de résorption du chômage que tu mentionnais, effectivement, c'est que les êtres humains préféreraient ne pas travailler plutôt que travailler. Mais c'est cet axiome-là qui est tout à fait contestable, que Marx nous aide à critiquer. Et d'ailleurs, il faut voir effectivement l'opprobre, la levée de bouclier que suscite aujourd'hui quiconque essaye de partir en lutte contre cette anthropologie de la paresse qui anime les auteurs libéraux. Je pense à Sandrine Rousseau, qui a eu le malheur, il y a 1 ou 2 ans, de rappeler le petit libelle provocateur qui avait été écrit par l'un des gendres de Marx, Paul Lafargue, Le droit à la paresse. Sandrine Rousseau faisant revenir cette grande idée de la gauche sur le devant de la scène, elle a été tout de suite placée en minorité, cornérisée, ostracisée, même par une partie de la gauche, parce qu'il y a aussi une tradition de la valeur travail dans une partie de la gauche. Et Sandrine Rousseau ne faisait que rappeler une des principales thèses, évidemment minoritaires, hétérodoxes, mais de l'économie politique depuis l'émergence de l'économie politique à la fin du XVIIIe siècle, selon laquelle il n'y a pas une tendance naturelle de l'homme à la paresse, mais selon laquelle peut-être il y a dans l'être humain une volonté, non pas de travailler pour accomplir n'importe quel travail, mais une espèce de, alors ce que certains appellent une tendance à l'activité. Vous voyez, le fait de vouloir agir, être actif, s'actualiser ou actualiser une potentialité qu'on a en soi. Et simplement, la question qui se pose, ça ne sera pas de savoir si on l'actualise ou non, mais ça sera de savoir dans quelle direction on l'actualise. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que l'homme n'est pas naturellement paresseux, il faut savoir qu'est-ce qui, dans certaines circonstances, empêche l'homme d'actualiser les potentialités qu'il a en soi. Et ce qui peut l'empêcher d'actualiser les potentialités qu'il a en soi, c'est de ne pas avoir trouvé le bon canal, de ne pas avoir réussi suffisamment à aboucher, à mettre bout à bout, bouche à bouche, si l'on peut dire, ses propres virtualités d'action, et puis le canal, la canalisation dans laquelle ces virtualités pourront se déverser. Donc on est plus à ce moment-là dans une réflexion sur les tâches, les emplois, les métiers adéquats pour telle ou telle personne, que sur la question brutale de savoir pourquoi certains ne travaillent pas et d'essayer de les motiver à coups de tricks, ou à coups
de chant de trompette. Surtout que quand on parle de travail et de il travaille pas, c'est en fait le travail par la notion d'activité salariale en fait, c'est uniquement ça. Parce que on peut se dire que quelqu'un qui est chez lui, qui va, je sais pas, lire des livres, qui va prendre du temps pour soi, qui va se renseigner, qui va réfléchir sur des trucs, essayer de comprendre le monde, bah il travaille en fait, c'est quelque chose en fait. C'est dans ce cas-là, les étudiants ne travaillent pas. Puisque les étudiants n'ont pas par définition, ils ne sont pas, ils ont un statut, ils ne sont pas salariés, etc. Ils ont pas le, voilà. Et pourtant, ils travaillent, voire même, ils travaillent même plus que certaines personnes qui sont salariées, dans le sens où il y a des cours, il y a la suite, il y a tout ça, etc. Et tu le sais bien en tant que enseignant à l'université de Poitiers. Il y a cette notion-là de je vais au travail ou je vais dans mes études, elle est quand même différente, quoi. Et d'ailleurs, justement, parlant des étudiants, sur le côté, enfin, les étudiants aujourd'hui, depuis toujours, c'est la galère, etc. Il y a eu l'apparition des jobs étudiants, donc McDo, les surveillants aussi sont beaucoup des étudiants. D'ailleurs, il est demandé que les étudiants, que les postes de surveillants en établissement scolaire, lycée et collège soient principalement dirigés vers les étudiants. Et il est devenu logique aujourd'hui que les étudiants aient un travail en fait, aujourd'hui, quand on dit en fait les étudiants, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas tout ça, c'est devenu logique de dire oui, bah ils prennent un job, enfin ils ont un travail étudiant à côté, quoi. C'est pas, ça va pas les tuer, quoi. Et voire même des entreprises qui réservent des jobs à des jobs étudiants pour des choses, non, ce sera pour des jobs étudiants. Alors qu'en fait, être étudiant, c'est déjà un travail en soi. Est-ce que, bon, alors maintenant, c'est carrément une réalité aujourd'hui qu'il y a des gens qui cumulent plusieurs emplois parce qu'ils n'ont pas forcément assez de moyens, etc., et que c'est compliqué. Mais en fait, c'est la même chose là. Donc aujourd'hui, quand on parle de travail médiatiquement, et je pense que c'est important de le remettre en question aussi, ce truc-là, on parle uniquement du travail sous la forme de salariés, où on doit faire quelque chose, il y a des tâches, et où, comme dirait Marx, on loue notre force de travail contre un salaire, quoi. Ce qui est important de rappeler aussi, parfois, pour même les gens qui nous écoutent et qui sont salariés, de dire, en fait, il est possible d'opposer au patronat cette dynamique de, en fait, vous me donnez de l'argent face à un travail, mais en fait, vous avez besoin de gens comme moi pour travailler. Vous avez besoin de l'argent comme moi pour pouvoir vous faire des sous, etc. Alors après, il se trouve que bon, il y a toujours la menace de, tu sais, si t'es pas content de le faire, etc. Notamment pour des emplois pas forcément qualifiés, etc. Si t'es pas content, en fait, on te fout à la porte. Et puis moi, je peux te dire que j'en ai des CV à l'appel. Je vois au moins deux choses, il y en a même beaucoup plus dans ce que tu dis. Une première chose, c'est qu'il faut faire la distinction entre une politique du travail et une politique de l'emploi. Et en réalité, ce qu'on appelle ministère du Travail ou politique du travail depuis un certain nombre d'années, au moins, eh bien, je dirais depuis 2007, sinon même en France, sinon même depuis 1993 en définitive, eh bien, ce qu'on appelle politique du travail, c'est surtout des politiques de l'emploi, c'est-à-dire réussir à mettre statistiquement une certaine partie d'une classe d'âge sur des postes d'emploi, mais sans se soucier de ce qu'on appelle vraiment travail, c'est-à-dire les conditions du travail, la rémunération du travail, ou en tout cas, sans se soucier, je suis un petit peu trop péremptoire, mais en secondarisant la réflexion sur le travail au profit d'une réflexion sur l'emploi, c'est-à-dire faire en sorte que eh bien, les personnes soient employées, soient pour ainsi dire, stabilisées, au moins pour un temps donné, qui est souvent relativement court, sur des postes d'emploi. Ça, c'est une première chose. Puis la deuxième chose, c'est sur la condition étudiante. Moi, je le vois bien sûr en tant qu'enseignant, c'est quelque chose qui me préoccupe énormément et qui est extrêmement, extrêmement critique, extrêmement précaire à l'heure actuelle en France. Et sur la question du travail étudiant. Alors bon, ça c'est une question, je dirais, philosophique. Dans quelle mesure peut-on dire que des personnes qui ne sont pas en situation de production de valeur, en tout cas dans l'immédiat, dans ce qui est apparent, travaillent ou ne travaillent pas. Il faudra bien entendu élargir la notion de travail pour pouvoir y faire rentrer beaucoup de ces activités multiples, protéiformes, qui sont celles du travailleur en emploi, mais également de l'étudiant qui révise ses cours ou du musicien qui travaille son instrument, qui travaille ses gammes, ou de la personne sur Internet qui va sur un site de consommation, mais qui par le simple fait d'allumer ou de cliquer pour entrer sur ce site, produit une information qui sert aux annonceurs pour savoir ce qui est important comme publicité, ce qui est intéressant comme publicité,
et ça leur permet de valoriser leur propre offre, de l'optimiser. Ça se manifeste tout de suite en production de valeur dans les bénéfices, hein, dans les décomptes en fin d'année. Et par là même, est-ce qu'on ne devrait pas inclure ça aussi dans le travail, hein, ce qu'on appelle le travail digital, le digital labor que nous effectuons tous sans nous apercevoir à longueur de journée, ne doit pas être compté aussi, décompté, hein, dans le travail, à ce titre rémunéré. Et pour ce qui est des étudiants, l'argument qui consiste à dire que les étudiants ne doivent pas être rémunérés pour leur activité de travail, au motif que ça leur sert à eux et qu'ils y trouvent de toute façon leur compte parce qu'ils se forment et que ça leur permettra, au miracle, d'accéder à des Accéder au rémunérations marché de l'emploi, dans bien le évidemment. meilleur des cas par la suite. C'est un argument que je trouve un petit peu spécieux, bon évidemment qui se laisse entendre pour d'autres raisons, mais qui est un tout petit peu spécieux parce que en se formant eux-mêmes, font les étudiants, les étudiantes produisent par là même de la valeur, hein, différée pour la société qui pourra tout à fait utiliser leurs compétences et leurs talents pour se maintenir à flot, voire pour prospérer. Et à ce titre-là, pourquoi ne pas revendiquer, hein, l'attribution d'un salaire étudiant, d'une rémunération étudiante qui, par là même, pourrait permettre aux étudiants de faire face à tous les besoins, toutes les nécessités qui les assaillent à longueur de semaine et qui obligent les plus démunis d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui sont apparus dans les conditions sociales les plus défavorables, de travailler, quand on sait par ailleurs que le travail est une des causes majeures à l'université de l'échec aux examens, hein. C'est très, très, très souvent une entrave extrêmement lourde, difficile à surmonter pour les étudiants, de la nécessité de travailler. Et ça, si c'est pas de la reproduction sociale, alors je demande bien ce que c'est, hein. Ah bah oui, oui. Puis sur ce truc de... Puis encore une fois, cette vision de... c'est normal de souffrir par le travail. En fait, c'est un truc, il y a le côté labor, tu vois, en anglais, un truc vraiment, c'est laborieux. C'est important que ce soit laborieux, en fait, parce que dire que ça rentre, dire que c'est une difficulté, etc. Et en plus, on pense, là, il y a beaucoup d'étudiants, parfois, qui sont en reprise d'études, qui ont des situations de vie compliquées. Il y a des étudiants en migration. Donc, en fait, quand ça va, quoi. Enfin, en fait, quand effectivement, moi, je sais qu'en tant qu'étudiant, j'ai eu la chance, parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est une chance, enfin, pas forcément une chance, on peut revenir sur le propos de la chance, mais en tout cas, je ne travaillais pas, j'avais pas d'activité salariée en tant qu'étudiant. Parce que je vivais chez mes parents, ça se passait bien. Je travaillais pendant les vacances parce que c'est ce qui était arrivé parfois. Je faisais des petites vacations à droite à gauche, etc. Mais c'était plus de l'argent de poche que voilà. Et en fait, il est devenu une espèce de norme comme quoi quand t'es étudiant, tu galères à double dose, quoi. Et il y a de l'abandon, il y a tout ça, les partiels, les systèmes aussi en fonction des études que tu fais, il y a des moments où il va falloir que tu prennes plus de temps. Comment faire quand tu es étudiant en droit ou en médecine, qui sont quand même globalement des filières extrêmement difficiles, extrêmement compliquées. Comment est-ce que tu fais et si t'as pas si tu peux pas avoir si t'as pas de moyens à côté, en fait. Et encore une fois, on revient sur la production sociale, effectivement, sur c'est plus simple quand papa, maman, ils aident, etc. Et ça permet de venir un peu sur la question dans ton introduction, dans ton livre. Tu parles de Zola et de la vision de Zola sur le côté émancipateur, en fait, du travail. Donc lui, il prend l'exemple, par exemple, du côté artistique, des métiers épanouissants, en fait. Mais il y a vraiment cette vision comme quoi le travail, franchement, faut vous épanouir dans le travail, quoi. C'est important. Et ramène la fameuse question quand c'est un métier passion. La question du métier passion, quand même. Faut en parler de ça au bout d'un moment. Il y a deux choses qui sont apportées par Zola, et c'est vrai. J'ai écrit un livre sur Zola, et c'est en lisant Zola et en relisant Zola, en écrivant ce livre, plus les événements politiques qu'on mentionnait tout à l'heure, les effets de conjoncture politique, mais c'est notamment Zola qui m'a donné envie de bosser sur le travail, et puis qui m'a donné la conviction qu'il y avait là un thème d'actualité passionnant et incontournable. Parce que Zola dit deux choses. Zola dit, d'une part, il y a une très très vieille tradition, notamment chrétienne et notamment catholique, qui a visé à discréditer le travail et à nous faire considérer que c'était une punition. Et donc, c'est normal qu'on souffre au travail. Le travail, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour donner du plaisir. Et il s'appuie là-dessus sur des textes connus, hein, de la Genèse, qui dit tu devras gagner ton pain, ta nourriture, à la sueur de ton visage. Et quant à la femme, elle devra accoucher, enfanter dans la douleur, dans la souffrance. Hein, c'est les
deux sens symétriques du mot travail, du travail comme punition, comme châtiment qui a été donné pour avoir mangé le fruit défendu. Et ça se combine d'ailleurs, hein. C'est pour ça que le travail est censé être méritant, au fond, hein, dans une tradition culturelle ancienne, dans cette tradition-là qui a été essentiellement véhiculée par le catholicisme. C'est parce que, par ailleurs, eh bien, dans la Bible également, dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, il est dit que ceux qui ne travaillent pas, ceux-là ne doivent pas manger, hein, n'ont pas de prétention à avoir sur le fait de recevoir du pain pour manger, comme si le pain c'était une récompense, hein, et non pas quelque chose dont tous les êtres humains qui n'ont pas demandé à vivre, au fond, eh bien, avaient de fait gravement besoin pour pouvoir continuer à survivre. Et quand on met ces deux aspects ensemble, eh ben, on comprend comment ça fonctionne. C'est un dispositif constitué pour dire, eh bien, certes, le travail est un châtiment, certes, le travail est une souffrance, mais si vous ne surmontez pas ce châtiment, ce désagrément, cette désutilité, cette souffrance en travaillant, alors vous n'êtes pas suffisamment méritant parmi nous, et donc vous n'avez pas le droit de pouvoir accéder à la rétribution, à la rémunération qui vous permettra de continuer à vivre. Alors qu'on réfléchisse à cette espèce de double pince comme ça, on s'apercevra que ça a la vie dure, hein, culturellement, c'est quelque chose qui continue de structurer nos imaginaires, et notamment le fameux imaginaire libéral qui est dénoncé par Marx dans le texte dont on parlait tout à l'heure, à l'encontre de Smith, de Thiers et des économistes libéraux. Et en regard de ça, Zola essaye d'effectuer ce qu'on pourrait appeler une réhabilitation du travail, en tout cas une manière de considérer le travail non pas seulement comme un châtiment, mais aussi comme un accomplissement possible. Bon, c'est là que commence ma réserve, parce que Zola, lorsqu'il veut présenter le travail comme accomplissement, il donne des exemples qui sont ceux de travailleurs intellectuels extrêmement privilégiés, qui ont connu des conditions d'existence leur permettant de développer une passion, de se demander même simplement qu'est-ce que j'aimerais faire dans la vie, hein, comme si quelqu'un qui est contraint à trouver une rémunération au plus vite pouvait vraiment se poser cette question-là, comme si c'était vrai sur tous les continents et dans tous les temps. Et il donne l'exemple d'un grand inventeur, d'un grand écrivain, d'un grand artiste. Et Zola, s'identifiant lui-même largement à ces figures, à des déclarations du type, eh bien voilà, évidemment, le sens de l'existence réside là-dedans, dans le travail, mais dans le travail choisi, cherché, dans l'accomplissement, la réalisation de soi. Bon, c'est très bien. Moi, je crois qu'il y a ici une question d'actualité, hein, qui peut encore être posée, parce que c'est très bien, on est tous très contents pour ceux qui y parviennent, hein, qui ont connu des conditions sociales leur permettant d'y parvenir. On est tous très contents quand on réussit à faire de sa passion un métier, hein. C'est quelque chose que l'on retrouve dans les professions essentiellement intellectuelles, artistiques, ou éventuellement sportives aussi, hein. Et c'est quelque chose qui a été bien étudié par Boltanski et F. Capello dans le Nouvel esprit du capitalisme. Et c'est très bien, parce que effectivement, on n'est plus soumis à la césure entre le travail qui serait une besogne, une contrainte, et puis les loisirs. On n'a plus cette angoisse du lundi matin, ou cette nostalgie du dimanche soir, cette mélancolie qui consiste à se dire qu'il faudra à nouveau mettre sa vie en pause pour une semaine, quand on a la chance d'avoir un dimanche où on se repose. On n'a plus le traumatisme de la fin des vacances, on n'a plus le sentiment que la vie commence le premier jour des vacances et termine le dernier jour des vacances. Et cependant, il y a quelque chose qui est très ambivalent, hein, dans cette aspiration au métier passion. Tout simplement, c'est la question de savoir qui est-ce que ça arrange quand l'employé considère son métier comme sa passion. Il y a quelqu'un que ça arrangera toujours, hein, c'est le manager, c'est la personne qui emploie, et c'est la personne qui emploie qui elle-même aura tendance à essayer de convaincre, hein, les personnes employées que leur métier est une passion. Et là, on retrouve toute cette stratégie managériale qui consiste à essayer d'enrober
le métier d'une dimension d'entraînement, d'une dimension de noyau amical, voire plus ou moins familial. On tutoie volontiers sur le lieu de travail. On essaye de montrer toutes les ressources plaisantes, relaxantes qu'il peut y avoir dans le travail lui-même. Et une des conséquences les plus fatales, les plus brutales de ça, c'est qu'au contraire, on va mettre sur la sellette et on va pousser vers la sortie, mettre au placard les quelques salariés un peu récalcitrants qui ne parviennent pas à se complaire dans leur travail, qui tombent en dépression ou qui contestent, qui revendiquent contre les conditions de travail, et on les accuse, on leur reproche de ne pas réussir à se passionner pour leur travail. Donc ça, c'est la toxicité propre à cette idée de travail-passion qui, effectivement, chez Zola peut être attirante, mais qui suppose vraiment une forte reproduction sociale et qui peut beaucoup arranger des organisations du travail assez incommodes, assez ruineuses pour l'épanouissement du salarié. Oui, puis dans ton livre, tu en parles justement, ça permet de venir, là, quand tu disais la question de créer une ambiance cool dans une entreprise, etc. Ça permet d'arriver sur la question des nouvelles techniques de management qui sont arrivées il y a quelques temps. Effectivement, on passe du tout au vu, du vous au tu, pardon, c'est plutôt ça le propos. On ne parle plus de salariés, on parle de collaborateurs ou de collaboratrices. Vraiment, un changement des paradigmes des mots, des noms. On parle plutôt de savoir-être que de savoir-faire, et notamment cette fameuse chose des risques psychosociaux, bien évidemment. Alors pour les risques psychosociaux, tu me corrigeras si je me trompe, et on n'est pas à l'abri que je me trompe, mais l'idée c'est globalement de dire oui, effectivement, il y a des difficultés dans l'entreprise, il y a des problématiques, etc., mais chaque personne étant différente, on n'est pas tous les mêmes face au conflit, face à la gestion de l'angoisse, face à tout ça. Donc en fait, il y a des moments où en fait c'est un peu aussi de ton fait si ça va pas. Alors, ce qui est terrible, c'est que en fait, on pourrait être d'accord avec ça dans les faits. Effectivement, on n'est pas tous égaux face à la pression, face à tout ça. Je veux dire, il y a des gens où c'est compliqué pour eux d'être responsable, d'être chef, responsable au sens responsabilité hiérarchique, parce qu'en fait, ça demande des choses de l'organisation, et je le comprends. Enfin, je parle de mon point de vue en tant que personne en situation de handicap avec un TDAH et une TSA. Effectivement, le fait de me demander la pression, ça peut être quelque chose qui est compliqué. Bon, c'est pas impossible, mais c'est compliqué. Donc bien sûr, mais dans l'arrivée des risques psychosociaux et des compétences psychosociales, parce que ça devient même carrément ça, c'est terrible. On parle, on décorrèle complètement. En fait, ça permet de dépolitiser complètement l'impact et la gestion de l'entreprise, comment est gérée l'entreprise, sur l'impact sur les salariés, la réaction de cet impact sur les salariés. Oui, c'est vrai que tu supportes pas bien la pression. Ouais, en même temps, désolé, mais il y a 50 dossiers à traiter. À la base, on était 5, maintenant on n'est plus que 3. Oui, il y a un moment donné où juste dans les faits, les choses ne fonctionnent plus. C'est très très vrai, mais c'est exactement ça. C'est une idée qui a été développée notamment par un excellent, moi c'est une de mes principales références en matière de philosophie du travail, un excellent psychologue du travail qui s'appelle Yves Clos, et qui est également un grand lecteur de Marx et de Spinoza. Clos qui nous écrit que les risques psychosociaux, bon, c'est une expression qui est apparue dans l'espace public français dans les années 2000, à la fin des années 2000, en particulier sous le quinquennat Sarkozy. Ça a été beaucoup mis en avant, présenté comme un des fronts particuliers du monde du travail, sur lequel il fallait essayer de progresser. Et notamment, c'était l'impulsion de Xavier Bertrand, qui était ministre du Travail à cette époque-là. Les risques psychosociaux ont représenté effectivement une avancée, c'est-à-dire la prise en compte, l'apparition, la prise de conscience dans l'espace public, la visibilisation de graves phénomènes propres au monde du travail, particuliers au monde du travail, de risques spécifiques liés au travail, de souffrances spécifiques liées au travail, qui demandaient à être prises en compte, au lieu de s'en tenir simplement à l'idée de eh bien, cette personne-là ne travaille pas bien, on va s'en défaire. Cette personne-là travaille bien, on va lui donner éventuellement des primes. Ces personnes-là demandent un accroissement de rémunération. Bon, ben, on va essayer de réfléchir à l'accroissement de rémunération, etc. Non, ça permet de donner une approche plus fine, effectivement, par la visibilisation de certains risques, de certaines souffrances, que de mettre un nom dessus, risques psychosociaux. Donc, en ce sens-là, c'était un progrès. Moi, je ne suis pas du tout partisan d'un retour à l'effacement, à l'invisibilisation de ce type de risques. Mais en même temps, là aussi, on est dans une profonde ambivalence, parce qu'il y a quelque chose qui est très, très dangereux dans la mise en avant des risques psychosociaux
psychosociaux, c'est que ça fait croire que les problèmes du monde du travail, qui sont le plus souvent des problématiques d'organisation du travail imposées d'en haut vers la masse des salariés, soit des problématiques de nature psychologique et sociale, c'est-à-dire relatives aux individus eux-mêmes qui sont employés. Hein. Et en psychologisant, qu'on s'en aperçoive ou qu'on ne s'en aperçoive pas, que ce soit délibéré ou que ce soit involontaire, en psychologisant, on responsabilise et donc on culpabilise. Oui, puis il y a une notion, encore une fois, ce qui fait très peur au patronat, aux chefs, etc., c'est le collectif. En fait, c'est si on est, parce que se battre face à un salarié, c'est une chose, mais alors à plusieurs, et donc justement, il y a la stratégie ensuite derrière de management de, bon, allez, toi, je vais te filer un peu plus de responsabilité, toi, tu vas faire ça, et du coup, de diviser un peu ce travail-là, et justement, là, dans ce que tu dis, ça permet aussi de dire, non mais toi, t'es comme ça permet aussi de pouvoir pas, parce que les salariés ne se retrouvent pas entre elles et entre eux en disant, en fait, à un moment donné, il y a ce truc-là, il y a ces choses-là, et de ramener du collectif dans, alors après, faut pas être, enfin, je veux dire, je suis dans les propos qui sont tenus, que je tiens en l'occurrence, il n'y a pas de truc de dire le travail c'est n'importe quoi, faut lutter camarades, faut être contre les patrons, c'est pas la question. Mais dans les faits, dans les entreprises ou dans les structures où ça se passe pas bien, même au-delà des entreprises, même dans le service public, parfois ça peut arriver aussi, etc. Il y a ce truc de c'est important en fait de recréer du collectif et de dire non mais on va en discuter, etc. Et donc le fait que il y ait des techniques de management qui soient de dire non mais en fait toi tu vas avoir ça, toi tu vas faire ça, voire même parfois de écoute, il y a un nouveau collègue qui arrive là, il vient de l'embaucher. Est-ce que ça te dirait de le former? Parce que toi, tu t'y connais bien quand même de le former, etc. Et ça, t'en parles dans ton livre, de ce moment où on peut dire non, mais vas-y, tu le formes. Mais oui, d'accord. En fait, on pourrait dire d'accord, mais en fait, est-ce que je pourrais du coup, si je le forme, ça veut dire que il y a une transmission d'informations? C'est ce que fait généralement un responsable, un chef d'équipe, un manager ou comment on l'appelle. Du coup, est-ce que je pourrais avoir un peu un truc de, on pourrait être légitime à dire, est-ce que tu augmentes ma paye du coup? Parce qu'en fait, si je forme quelqu'un, du coup, je prends du temps sur mon temps de travail pour le faire. Faut que je le fasse bien, etc. Et genre, oui, mais non, parce que bon, quand même, il n'y a pas besoin non plus. Et puis en fait, c'est ce truc très. Moi, tu sais, on a une grande famille. Et en fait, c'est toujours ce truc de. Mais tu sais, le chef, lui, c'est aussi, c'est compliqué pour ça. Ouais, mais le chef, il est chef. C'est très différent, en fait. Le chef, il est. Parce que c'est une réalité aussi. Les responsables sont souvent rémunérés plus, mais ils ont aussi dans leur fiche de poste le fait de manager une équipe, de gérer une équipe. C'est pas simple pour autant, parce que souvent, beaucoup de responsables ne sont pas formés à comment est-ce qu'on parle aux gens, comment on s'exprime, comment est-ce qu'on forme une équipe, comment est-ce qu'on ils sont pas formés et il y a pas de souci sur ça. Mais il y a souvent cette question quand même de ah ouais mais bon si vas-y on fait un effort quoi. Et on va pas non plus commencer à rentrer dans des trucs de voilà, on va pas commencer à rentrer dans des dynamiques de on va te payer plus parce que t'as fait ça, c'est pas non plus alors que c'est pas du tout dans ta fiche de poste. Oui, parce que il y a c'est une espèce de rémunération symbolique. Hein. On te donne la position de celui qui va former les autres et qui pourra en tirer une espèce de compensation narcissique à partir de là. Et donc, c'est pas la peine qu'on te paye simultanément. Oui, bien sûr. Mais donc, il y a dans cette manière de procéder et dans la pensée des RPS, des risques psychosociaux, à la fois une culpabilisation, c'est-à-dire c'est de votre faute à vous autres, employés, si vous ne vous sentez pas bien au travail, et ça n'est pas de la faute de l'organisation globale. Et puis deuxièmement, comme tu le dis très bien, il y a une atomisation, une individualisation, c'est-à-dire après, qu'est-ce que les employés vont se dire entre eux quand ils vont se rencontrer? Ils vont se dire non pas, serrons-nous les coudes, mais ah oui, c'est vrai que moi, j'ai du mal à supporter l'autorité, je suis comme ça, c'est parce que mon enfance était comme ça. Et ça fait totalement oublier, ça efface complètement les antagonismes sociaux et les conflits objectifs entre les intérêts de ceux qui sont rémunérés et les intérêts de ceux qui les rémunèrent. Et quand bien même ce serait vrai, effectivement, il y a des moments où on a des difficultés avec le conflit. Ce serait vrai d'ailleurs. Et on a des difficultés avec le conflit, avec tout ça. Mais justement, l'idée ce serait pourquoi pas te dire, écoute, très bien, toi tu as des problématiques avec le fait que tu as besoin de ça, mais écoute, on peut peut-être s'accompagner sur ce travail-là, on peut peut-être être sur quelque chose de, écoute, moi je vais t'aider sur ça si tu as besoin. Genre tu as du problème avec le conflit ou avec le fait, je sais pas, d'envoyer des mails ou d'être dans l'administratif. Ok, écoute, on peut se débrouiller sur ça, je vais te montrer comment en fait, c'est des choses où même entre salariés, en fait, la question du collectif et de création de collectif
collectif et d'accompagnement ensemble, il est important. Et de pas, oui, de toutes ces notions-là. Et justement, tu parlais du fait que de cette rémunération un peu au mérite, ou quoi, pas au mérite, mais un peu symbolique sur Au prestige, oui. au prestige, sur le Ouais. fait de former des gens alors que t'es pas formateur. Il t'en parle dans ton livre, et c'est vrai que j'avais pas pensé toute cette question des chèques vacances, tous ces petits trucs un peu à côté de, bah voilà, en fait, sur le fait que le patronat va choisir, puis la loi aussi, va choisir de techniquement augmenter les possibilités des salariés, en fait, de dire, écoute, ouais, vous êtes des chèques vacances, vous avez des prix, on a des accords avec des entreprises, des parcs d'attractions, des trucs comme ça, pour que vous puissiez partir en vacances, vous avez une bonne mutuelle, vous avez en fait plein d'avantages comme ça qui techniquement sont financiers en soi, auront un impact financier sur la personne, mais ne tombent pas, mais c'est pas au choix du salarié. Pourquoi ne pas dire aux personnes, est-ce que tu préférerais, par exemple, je sais pas, par an vous avez 150 € de chèque vacances, est-ce que tu préfères avoir 150 € de chèque vacances ou d'avoir 150 € répartis sur l'année sur ton salaire, et ça c'est un truc de et quand potentiellement on pourrait s'en plaindre et dire bah ouais mais enfin genre ok vous êtes super sympa sur le ok vous amenez mais moi genre je j'ai pas la possibilité de partir en vacances par exemple, pas parce que je veux pas partir en vacances mais parce que pour des raisons X ou Y je pars pas en vacances, je suis angoissé socialement, je peux pas partir ou j'en sais rien ou bah moi la plupart de mes potes ils sont là ou donc en fait je fais chèque vacances, je vais pas les utiliser. Ouais mais on a des tickets restaurants. Bah ouais mais en fait le truc c'est que dans la plupart des restaurants moi j'ai des habitudes alimentaires particulières, je suis allergique à tel truc. Mais en fait du coup il y a plein de gens où ça fonctionne pas en fait sur ce genre de choses. Et pourtant, quand on se plaint de ça, il y a un truc de bah, mais attends, tu te rends pas compte quand même tous les avantages que tu as. Oui, c'est une part qui n'est plus contrôlable par le salarié, effectivement, de sa rémunération. Et tous les exemples que tu donnes conduisent à placer le salarié dans une situation de dépendance symbolique à l'égard des personnes qui les emploient. Et on a ici un portrait assez juste de situations de travail qui sont tout à fait propices à engendrer des burn-out, des démissions, des sentiments de relégation, des conflits entre employés ou avec le manager. Voilà, c'est assez bien dépeint dans ce que tu dis et on est face à ici une formule qui est extrêmement perverse et qui peut engendrer vraiment de graves souffrances. Et tout ça en plus ça permet de revenir sur des questions sur la notion notamment du beaucoup de propos comme en fait c'est logique aujourd'hui sur la question, en fait le travail c'est devenu quelque chose de très logique en fait, genre tu travailles pour gagner ta vie. Alors bon, d'accord, très bien, et notamment en fait de la notion de revenu, elle est importante dans la question du travail, la revenu financière. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante? Au-delà du côté juste en fait je vais pouvoir manger et vivre, etc., mais en fait il y a un truc du coup de tu vas travailler, tu vas besogner uniquement pour pouvoir avoir un salaire effectivement, etc., et voire même c'est pas logique que tu touches des allocations ou des trucs comme ça si tu ne travailles pas. En fait c'est quoi ce travail en l'occurrence? Elle est importante. Elle est importante déjà philosophiquement, parce que parmi les vérités qui sont considérées comme intangibles, évidentes, dans le système de production et d'échange marchand capitaliste qui encadre la plupart des sociétés, en tout cas des sociétés industrialisées depuis le début du 19e siècle, on a cette idée d'un couplage qui ne peut pas être défait entre le travail et la rémunération. Voilà. On est rémunéré pour avoir accompli un travail. Si on n'accomplit pas ce travail, on n'a plus de titre à présenter pour être rémunéré. Et corrélativement, le plus souvent, pourquoi travaille-t-on? Eh bien, c'est en particulier, peut-être pas seulement chez les plus chanceux, pour obtenir une rémunération. Et ce dont je me suis aperçu, et je suis loin d'être le seul, ce dont on est nombreux à s'être aperçu, en particulier en 2016-2017, quand est vraiment venu sur la scène politique française la question du revenu universel. On en parlera de Benoît Hamon, t'inquiète pas, on va en parler. C'est la possibilité de découpler les deux notions, donc le travail et le revenu d'une part, et puis d'autre part, c'est les résistances considérables engendrées systématiquement et très rapidement, de part et d'autre du spectre politique, contre l'idée même de revenu universel, c'est-à-dire d'un revenu qui puisse être obtenu, mais non pas
en échange d'un travail, hein, et cependant, uniquement pour pouvoir pourvoir, satisfaire à des besoins, des demandes légitimes, dont personne ne contesterait la légitimité par ailleurs, chez les individus et dans les groupes qui sont au travail, qui sont rémunérés. Donc c'est ce découplage possible et les réticences qu'il suscite, hein, qui font vraiment apparaître en plein jour le caractère intéressant, fondamental de ce couplage, de cet appareillage, apparentement qui s'est fait entre travail et revenu, qui est un couplage qui a une histoire, hein, qui est historique, qui est social, qui est culturel, qui est moral et je dirais même qui est religieux, hein, en renvoyant notamment au texte que j'évoquais tout à l'heure. Oui, puis il y a une vision politique en fait sur la question du revenu aussi. Ouais. Sur comment est-ce qu'on est censé... j'ai envie de dire tout est politique en soi, mais sur on a pu le voir là par exemple sur pour les débats au moment de la SNCF quand il y a eu la question des cheminots il y a quelques années, la question était de dire ouais, d'accord, ok, mais les cheminots ils ont des avantages, ok, très bien, mais bon, en fait les conditions de travail sont plus les mêmes en fait. Et le fait de dire que comme il y a des techniques particulières, comme les technologies ont évolué, les choses ont évolué. Enfin, moi j'ai fait un bac feu économique et social, et un des trucs que j'avais appris en économie et sociale, alors c'est vraiment basique, hein, c'était le premier cours, c'est de l'introduction à l'économie, c'est que quand, sur la notion entre le rapport entre le capital et le travail, quand le capital a des moyens, il y a deux manières de faire quand il y a la production. S'il veut augmenter ou pas sa production, s'il veut augmenter sa production, soit il augmente le nombre de salariés, soit il améliore les machines en fait. Et du coup, dans les faits, il y avait des trucs de du coup, il y aura potentiellement un impact s'il y a plus de production qui est faite, c'est-à-dire qu'il y a plus de revenus qui rentrent dans l'entreprise. Donc du coup, ça veut dire que les gens sont payés potentiellement un peu plus. Bon, ça c'est vraiment dans un monde parfait où tout va bien, etc. Mais nous, dans la réalité du monde, c'est pas ce qui se passe. Et là, en fait, aujourd'hui, c'est complètement l'inverse en fait. Il y a des revenus, les revenus du capital sont, notamment pour les très grosses entreprises, sont énormes. Je parle des très grosses entreprises parce qu'effectivement aujourd'hui on assiste à beaucoup de plans de licenciement, de plans sociaux en France, énormément donc on peut pas dire que l'économie française à ce niveau-là, globalement que toutes les entreprises se font des chiffres d'affaires de fou, mais si on pense aux grandes entreprises comme Total, comme toutes ces grosses boîtes, etc., ont énormément de sous, notamment pendant le Covid où ça a été quelque chose quand même, où il y a eu des aides de l'État et où malgré tout ils ont renvoyé du monde, ils ont supprimé des postes tout en augmentant leur fonction. Et du coup, ensuite on vient nous amener la question de la valeur travail, de l'importance de la valeur travail, du mérite dans le travail. Et attention, le travail c'est la vie, faut pas l'oublier ça quand même. Oui, là aussi il y a plusieurs choses, hein, dans ce que tu dis qui sont évidemment centrale, intéressante. Sur la question du revenu et du travail, il y a par exemple la question des fonctions du travail, la question de savoir si on travaille pour obtenir un revenu ou si on travaille aussi pour s'accomplir ou si on travaille, comme tu disais tout à l'heure, pour accroître la richesse nationale ou le prestige national, hein, ce qui peut être présenté comme une motivation dans certains États conservateurs, autoritaires réactionnaire. Est-ce qu'on travaille, comme le disait Durkheim, pour maintenir un certain taux de liaison sociale entre les individus et donc de cohésion de la société, parce qu'il faut être plusieurs pour accomplir un produit fini dans les systèmes de division du travail. Tout ça, c'est les fonctions, les motivations qui ont pu être invoquées pour le travail, avec les restrictions, les réserves que j'avais tout à l'heure. C'est-à-dire, on a envie de dire, il vaut mieux pouvoir travailler, non pas seulement pour le salaire, mais aussi pour pouvoir s'y accomplir un tout petit peu. Mais qui a intérêt à nous faire croire que nous nous accomplissons dans notre travail, hein, sinon précisément les personnes qui bénéficient de la valeur que nous produisons en travaillant. Mais ça, c'est une question effectivement dont on a parlé un petit peu plus tôt. Ce qui me paraît nouveau, c'est de réfléchir aussi à la question du mérite, hein, que tu poses pour elle-même, et à la question du rapport entre le mérite et le travail d'une part, et puis le mérite et la rémunération d'autre part. Parce que, l'algorithme
libérale, évidemment, non, pas évidemment, c'est un fait qui est advenu historiquement, c'est de dire on travaille en produisant une certaine valeur, mais pour pouvoir voir revenir une partie de cette valeur, il faut le mériter. Et plus on mérite de voir revenir de valeur, sous la forme notamment du salaire, par exemple des primes, comme on évoquait tout à l'heure, eh bien plus on pourra prétendre à en voir revenir une quantité importante. Et la question du mérite est vraiment centrale dans les réserves, les réticences culturelles et, je disais, religieuses qu'on a à l'égard de l'idée de revenu universel dans les sociétés industrialisées. Je dirais que le mérite, c'est vraiment, bon, avec toutes les dimensions que ça peut avoir, morale, religieuse, sociale, sociétale, c'est l'obstacle principal. L'obstacle principal à cette idée d'un revenu qui ne serait pas donné en échange d'un travail comme une récompense, mais simplement en considération de besoins, c'est cette idée de mérite qui forme vraiment le principal obstacle. Et quand on essaye de l'examiner, on s'aperçoit que c'est une notion extrêmement friable en réalité. Qu'est-ce qu'il y a dans le mérite? Il y a beaucoup de projections sociales, il y a beaucoup de fantasmes historiquement constitués. En fait, on s'aperçoit que c'est essentiellement une idée négative. Là où ça peut fonctionner, le mérite, c'est comme mobile de revendication contre des conditions de travail ou de rémunération qui sont défavorables. Moi, pourtant, j'ai mérité ceci, moi, pourtant, je mérite cela, vous ne me le donnez pas, vous qui m'employez, donc je me mobilise, donc je me regroupe avec d'autres pour revendiquer les droits à voir revenir une partie de notre effort. Et d'autre part, mérite négatif et puis aussi mérite différentiel. C'est-à-dire la notion de mérite, pourtant friable et idéologique, prend un sens quand on essaye de comparer ensemble différents types de mérites et se demander, en pondérant dans chaque situation particulière, quel mérite a le plus de titres à la considération. Et on peut faire une petite énumération de types de mérites, mais le mérite au temps, le mérite à l'effort, le mérite aux qualifications, le mérite à la productivité, le mérite aux conditions pénibles de travail, la pénibilité, le mérite au risque, le mérite aux responsabilités prises, le mérite à l'ancienneté, voire à l'expérience, le mérite éventuellement du fait de discriminations qui sont subies pour le sexe, l'origine, le mérite même à l'investissement psychologique. Pourquoi pas? Puis un type de mérite qui est trop peu souvent envisagé, ça pourrait être le mérite à l'utilité sociale. Et c'est évidemment la différence qu'on a tous en tête entre la personne qui ramasse et qui traite les ordures, qui est d'une utilité sociale maximale, et puis la personne qui travaille, je ne sais pas, par exemple, bon, je ne veux pas faire preuve de mépris à l'égard d'une profession particulière, mais la personne qui travaille dans l'ingénierie de la consommation, le publicitaire, par exemple. Non, mais on peut parler des bullshit jobs, par exemple. On peut parler des bullshit jobs. En fait, le fait que, par exemple, il y ait dans des entreprises, il y a des personnes qui soient des happiness managers où leur travail, c'est de faire en sorte que ça se passe bien dans l'entreprise. Alors, on va mettre un petit baby-foot à tel endroit, un petit truc, etc. On va faire une petite chenille de temps en temps pour montrer que ça va bien. En fait, ça, c'est de dire, c'est fou. En fait, à quel point il y a un côté très, allez, allons-y clairement, il y a un côté très macroniste en fait dans tout ça, dans la vision des choses sur oh là là, si, quand même, faut des trucs un peu pimpant où ça va bien améliorer, etc. Et là, je te rejoins effectivement sur la question des métiers essentiels ou pas. Bon, j'ai envie de dire ça comme ça, mais les métiers les plus essentiels, ou en tout cas les moins, ils sont souvent les moins valorisés, autant d'un point de vue social que d'un point de vue salarié. Et pourtant, on a bien vu, c'est terrible, mais pendant la réforme des retraites, il y a eu tout un mouvement, notamment surtout à Paris, de la part des éboueurs. Oui, je pensais à ça. Des éboueurs parisiens. Moi, je vis à Poitiers, c'était la même chose, il y a eu une grève pendant des éboueurs. En fait, on voit bien que c'était effectivement les gens qui se sont plaints de trucs. Alors, c'était marrant parce qu'il y avait vraiment une plainte de la part d'une petite classe bourgeoise, globalement, notamment parisienne, de ah bah ouais, mais vous vous rendez compte quand même, il y a des rats partout, ça sent pas bon, ça machin. Oui. Et du coup, on peut penser aussi aux personnes qui sont caissiers, les caissières par exemple. Alors là, j'ai l'impression que le capitalisme a un peu répondu
rebondir cette question-là, puisqu'en fait, si les caissières se tirent, parfois c'est juste ce qu'elles se tirent, c'est qu'il y a des suppressions de postes de caissières aussi parfois, et on met des caisses automatiques. Donc ça, après, ça c'est autre chose. Après, c'est d'autres questions. Il y a ce truc de, en fait, c'est dommage que ça supprime de l'emploi, effectivement, mais en fait, dans les faits, être caissière, c'est chiant. En fait, il y a des moments où c'est compliqué, il y a aussi potentiellement ces questions-là, et de dire en fait, potentiellement enfin après ça peut être d'autres discussions sur ce sujet-là, mais assez rapidement, ouais, il y a cette notion de mais pourtant vous êtes important. Pendant le Covid, les infirmières, les infirmiers, enfin toutes ces choses-là, enfin tous ces types de professions qui sont très très mal payés, qui étaient très très mal payés, très mal rémunérés et avec des conditions de travail déplorables et misérables, quoi. Et du coup, et de revenir encore une fois sur cette question-là de non mais oui, mais on va vous applaudir déjà. Faut quand même vous le dire que le sort on vous applaudit pendant le Covid. Bon alors il vous manque 12 milliards, mais on vous a applaudi, faut pas déconner. Et en plus en plus se retrouve en plus avoir une non-valorisation salariale et financière, parce que bon, qu'on soit pour ou contre le système capitaliste, il se trouve qu'actuellement dans le système où on est, en fait avoir des sous c'est bien parce que ça permet quand même de pouvoir vivre. Donc il y a un besoin juste pour ça il y en a besoin. Mais pourtant là en ce moment on a pu voir de plus en plus, je sais pas si c'est parce que je suis des médias qui en parlent beaucoup maintenant ou pas, mais il y a eu plusieurs histoires de personnes qui sont décédées aux urgences dernièrement, des personnes de tout âge, pour des raisons différentes, etc., pour des méningites, pour d'autres choses, etc. Et en fait, ça retombe sur l'hôpital, mais même au sein de l'hôpital, ça retombe pas forcément sur le responsable de l'hôpital, sur le chef d'établissement, ou la chef d'établissement, ça remonte sur les infirmiers, les infirmières, les personnes qui sont un peu en bas de l'échelle, etc. Et encore une fois, c'est sur ces choses-là, quoi. Et du coup, ça amène la question, à mon sens, tu en parlais tout à l'heure, tu en as beaucoup parlé, tu l'as évoqué avec l'arrivée de ce cher Benoît Hamon en 2016-2017 au présidentiel présidentiel qui a vu sortir présidentielle folle en vrai à ce moment-là. Enfin, je veux dire, on a Macron qui débarque de nulle part, on a Fillon qui était vu comme étant le type qui allait gagner la présidentielle, c'était sûr. Il allait nous garantir une France à droite, réac, bien comme il faut, bien sens commun, etc., bien homophobe et transphobe, etc., bien catho-tradi. Il y a les affaires du Penelope Gate qui sortent par rapport à sa femme. Il tombe dans les sondages absolument. Et Emmanuel Macron devient président de la République. Et heureusement qu'il était là quand même, Emmanuel Macron, parce que sinon l'extrême droite, c'est... Non, puis après, 6 ans plus tard, on se retrouve avec Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Donc c'est quand même... la vie parfois est très ironique. Et Benoît Hamon, au-delà de se prendre une petite claque quand même au moment de cette élection-là, Benoît Hamon, aujourd'hui, il est responsable France d'une association qui s'appelle Singa, qui s'occupe de l'accueil de migrants et de former globalement les services publics à l'accueil des migrations. Il propose la notion du revenu universel d'existence. Il propose d'autres choses, effectivement, tu disais la taxe robot en l'occurrence, etc. Mais il ramène effectivement cette question du travail. Et toi, au sein de ton ouvrage, tu parles du revenu inconditionnel d'existence. Donc déjà, quelle est la différence pour toi entre le revenu universel d'existence et le revenu inconditionnel d'existence ? C'est pas sur le fond, hein. C'est une différence terminologique. Parce que je trouve que inconditionnel, avec le côté négatif du mot, hein, fait mieux comprendre de quoi il s'agit quand on parle de revenu universel. C'est-à-dire, c'est un universel ici, ça veut dire qu'il n'est soumis à aucune condition, hein. Tout le monde peut l'avoir. Et pourquoi est-ce que tout le monde peut l'avoir ? Parce qu'il n'y a aucune condition d'accès, hein. Donc, ça n'est pas des conditions de pauvreté, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui soit réservé à des personnes en dessous d'un certain seuil de rémunération qu'ils pourraient avoir par ailleurs. Ça n'est pas quelque chose qui soit soumis à des conditions d'âge. Ça n'est pas, bien sûr, quelque chose qui soit soumis à des conditions de mérite. Non, c'est quelque chose qui n'est soumis à aucune condition. D'accord ? Voilà. Donc, inconditionnel, c'est le mot que j'utilise. Encore une fois, qui ne change rien sur le fond, mais qui, à mon avis, précise la notion. Et bon, si on peut faire quelque chose en philosophie, c'est notamment ça, c'est déjà ça. Et du coup, alors c'est marrant parce que ça fait un moment que j'ai lu ton ouvrage, qu'on a discuté, etc. Et que ce moment, cet entretien est censé arriver.
Et il se trouve que je suis tombé sur une interview d'un certain Bernard Friot, qui Oui, est, bien sûr. qui est Très bien. philosophe et qui est plutôt d'obédience communiste, concrètement. Ouais. Et lui, il parle plutôt du salaire à vie. Et justement, il s'oppose pas mal sur cette question-là du salaire à vie par rapport au revenu universel d'existence. Bon, après, c'est souvent des accords pas forcément de fond aussi, mais alors, il y a du fond et de la forme en soi, déjà dans le titre et le propos tenu, même dans le fond, en fait, juste c'est pas la même chose de parler de salaire à vie, de revenu universel d'existence. Mais parce qu'après, bon, il y a une tradition communiste aussi sur la question du salaire et la notion du travail qui est autre quand même. Mais comment tu te positionnes, toi, justement, par rapport à cette question du salaire à vie? Est-ce que déjà tu peux nous en donner ta définition déjà du salaire à vie? Disons que le salaire. Alors bon, ça, moi, je peux pas parler pour Bernard Friot. Moi, c'est une personne pour qui j'ai beaucoup de respect, d'estime, d'admiration, hein, qui est un des principaux théoriciens vraiment dans le monde, hein, dans les 20 dernières années de la question des rémunérations en partie ou totalement déconnectées du travail. Donc c'est tout un genre qui englobe revenu universel d'existence, revenu de base, salaire à vie, etc. Donc il ne s'agit absolument pas pour moi de contester les positions de Bernard Friot, qui par ailleurs est économiste, hein, qui est extrêmement compétent sur la relation entre les conjonctures économiques précisément et puis la réalisabilité de l'idée de salaire à vie qui est la sienne. Cependant, la question le terme de salaire, personnellement, bon, pour des raisons qui me sont propres, j'ai préféré l'éviter ici parce que le salaire se définit précisément comme une rémunération donnée contre un travail, hein. Il y a d'autres types de rémunération. Si vous prenez par exemple les pensions qui sont données aux personnes en situation de handicap ou qui sont données aux personnes retraitées, il s'agit également de revenus, hein. Simplement, ce ne sont pas des revenus du travail. Si vous prenez les dividendes que touchent les actionnaires des grandes entreprises, ce sont aussi des revenus, hein. Tout ça, ça rentre dans la catégorie revenus, et la définition du salaire, bien, c'est tout simplement le revenu en échange du travail, hein. C'est le revenu du travail. Et mon idée, hein, qui était aussi celle précisément de Hamon en 2017, hein, c'est pour ça que je l'ai trouvé stimulant philosophiquement, mon idée, c'est précisément d'imaginer un revenu qui ne soit pas le revenu du travail, hein. Donc un revenu qui ne soit pas salaire, un revenu qui soit pris en considération du fait brut d'une venue à l'existence d'une personne qui pose un certain nombre de besoins, d'exigences, de prise en compte, satisfaction d'aspirations fondamentales. Et à partir de là, bien l'idée que une collectivité étatique ou humaine, hein, doit pouvoir être en mesure par elle-même, hein, de satisfaire à ces conditions d'existence. Voilà, donc j'ai préféré m'en tenir à un terme qui était déjà utilisé et qui était le terme le plus général possible, hein, délibérément le plus général, pour que ce soit précisément quelque chose qui ne soit lié à aucune activité particulière, plutôt que le terme de salaire qui, encore une fois, reste accroché à l'idée d'être un revenu du travail. Moi, philosophiquement, théoriquement, je pense qu'on peut être d'accord avec la notion du revenu universel d'existence ou le revenu inconditionnel d'existence, quelle qu'en soit la terminologie. Mais il y a ce truc pour moi, j'ai l'impression qu'il faut quand même énormément de prérequis avant ça, quand même. Parce que si c'est inconditionnel, ça veut dire qu'on peut le filer à Bernard Arnault comme à une personne qui vit à la rue. Et en fait, j'ai l'impression que Bernard Arnault n'a pas besoin de cette revenu universel d'existence. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'auparavant, il faut partir du principe qu'on a exproprié les patrons pour faire un petit peu une petite discussion trotskiste, ou est-ce qu'il y a une dimension derrière en fait, par contre, ça revient auparavant à retirer tout ce qui va être le capitalisme pur et dur. En fait, ça revient à une vraie bataille avant. Et en fait, j'ai un peu cette... Je me suis dit la question, c'est un peu un truc aussi que Benoît Hamon avait exprimé notamment dans une des interviews après la présidentielle, sur le fait que en fait ça peut être aussi un super argument de la part des libéraux ou des gens de droite qui sont au pouvoir de dire en fait il y a le revenu universel d'existence, les gars, c'est trop bien, c'est à dire que s'il y a ce revenu universel d'existence, les entreprises n'êtes pas obligés de salarier les gens et de filer d'études en plus,
on va retirer tout ce qui va être bourse, tout ce qui va être allocation familiale, allocation chômage. En fait, c'est un truc où ça implique une stabilisation et la construction d'un système économique extrêmement stable pour que ça soit au bout et pas qu'ensuite on puisse dire ah, c'est bon, on a vu ce que ça faisait le revenu universel d'assistance, n'importe quoi, etc. Comment tu... Alors après, là, on parle d'économie, on parle de politique, enfin, on s'éloigne peut-être un peu d'une notion philosophique des choses, mais comment est-ce que toi, tu vois ces choses-là par rapport à ça? Alors, en réalité, c'est une question qui est vraiment incontournable et qui est très cohérente, celle que tu fais, parce que celle que tu poses, parce que tu énumères ici quelques-unes des objections non plus de droite, mais de gauche, hein, qui ont été brandies et qui continuent d'être brandies contre le revenu universel d'existence. L'objection de droite, c'est de dire ça serait donner une rémunération qui n'a pas été méritée. Hein. Ça scandalise en disant que les paresseux n'ont pas à pouvoir gagner de l'argent au même titre que les personnes qui travaillent bien. Mais il y a aussi des objections de gauche. Alors la première, effectivement, c'est celle de dire, à l'époque 2017, on parlait peut-être un petit peu moins de Bernard Arnault que de Liliane Bettencourt. Moi, j'appelais ça l'objection Bettencourt parce qu'elle était encore en vie, cette dame, dernière figure d'une puissante famille liée à tous les intérêts de l'ultra-droite depuis les années 1930, hein, l'argent de L'Oréal, il faut quand même savoir comment il s'est constitué. C'est toute une histoire publique, hein, et extrêmement contestable. Mais Liliane Bettencourt, c'est une personne qui était en position de pouvoir accéder à un revenu universel d'existence, hein, d'après les attendus, hein, de cette mesure telle qu'elle était proposée par Benoît Hamon. La réponse ici était celle, évidemment, de la redistribution, hein, c'est-à-dire d'un impôt qui pouvait être calculé selon des seuils le plus lisse possible, pour que cette partie de revenu universel d'existence dans les revenus de personnes comme Bernard Arnault ou Liliane Bettencourt soit redistribuée et puis serve ensuite à alimenter ou bien le fonds même de distribution du revenu, soit d'autres aides, d'autres subventions ou des politiques publiques, hein, que sais-je encore. C'est une discussion qui est certes assez philosophique ou politique, mais qui peut être, à mon avis, et Hamon le disait, résolue par des mesures techniques relativement compréhensibles, faciles et elles-mêmes satisfaisantes politiquement et philosophiquement. L'autre objection que tu mentionnes est peut-être un petit peu plus difficile, mais elle aussi, c'est essentiellement sur un terrain économique qu'on peut la mener. Cette autre objection, hein, et qui a été faite de longue date par des économistes de gauche aussi, hein, contre le revenu universel d'existence, et notamment par Karl Polanyi après la Deuxième Guerre mondiale, c'est de dire, effectivement, pour les personnes qui emploient, il y a quelque chose comme une déresponsabilisation, parce que ce n'est plus sur eux que pèse la responsabilité de faire vivre le mieux possible les personnes employées, hein, puisque, en définitive, l'État ou la société s'en charge, et donc les personnes qui emploient vont pouvoir faire baisser les salaires. Hein. Il y aurait quelque chose comme une tendance baissière des salaires qui serait inéluctablement engagée par la mise en œuvre de politiques comme un revenu universel d'existence ou un salaire à vie ou un revenu inconditionnel d'existence. Bon, alors c'est sur le terrain économique que ça peut se discuter, parce que en réalité, le revenu universel, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, hein, qui a lieu à l'heure actuelle dans plusieurs États du monde, soit dans des confédérations, soit dans des pays, et qui a déjà eu lieu dans l'histoire et sur lequel on a quand même un petit peu de visibilité et de recul, pas assez, mais un petit peu quand même. Et l'une des expérimentations les plus célèbres, ça a été au début du 19e siècle en Angleterre, avec ce qu'on appelait le système de Spinham-Land. Et dans ce système, la difficulté est qu'effectivement, on a assisté, hein, alors, il y avait une allocation qui était distribuée à tous, et on a assisté effectivement à une baisse tendancielle des salaires dans la période de quelques années où, dans cette partie de l'Angleterre, le système a été appliqué. Mais, et ça c'est pour ça que je disais que c'est des discussions économiques, comme on est en économie, on est toujours dans des causalités intriquées et mélangées, et c'est impossible de savoir quelle a été la cause déterminante ou la
éventuellement, on peut savoir quelle a été la plus déterminante, mais on n'a jamais la seule ligne de causalité qui aurait conduit à des effets. Il y a au moins 2 ou 3 lignes de causalité qui ont pu jouer sur cette baisse des salaires, c'est-à-dire par exemple l'introduction des machines, des premières machines agricoles dans le nord de l'Angleterre, ou bien des fluctuations monétaires, ou bien encore une dévaluation du prix du blé exactement à la même époque. Donc, de ces 4 lignes causales, qu'est-ce qui a été vraiment déterminant dans la baisse des salaires? Est-ce que c'était la distribution du revenu d'existence? Peut-être un peu, peut-être pas seulement, voilà. Mais j'ajoute une 3e objection qui est peut-être la plus structurante parmi les objections de gauche contre le revenu universel. Et ça, je dois dire que je l'ai entendu souvent dans les discussions, quelques discussions autour de mon livre. C'est l'idée suivant laquelle, au fond, distribuer un revenu universel à tout le monde, ça serait une des meilleures manières de préserver et de faire durer l'économie de marché, parce que précisément, c'est encore une manière d'amener les gens à être et à rester des consommateurs. Et ça, c'est une objection que je trouve extrêmement forte, parce qu'au fond, elle montre que le revenu d'existence, dans une perspective à relativement court terme, c'est peut-être la meilleure manière d'endiguer la pauvreté, de la limiter quand elle existe et de l'empêcher de s'accroître là où elle n'existe pas encore. Mais c'est quand même une manière d'entretenir une économie de marché parce qu'on reste dans une logique de l'échange, c'est-à-dire je te donne un produit, tu me donnes de l'argent. Et là, on est encore dans un système d'économie de marché qui n'a pas encore été renversé, qui subsiste. Ben c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a une objection, alors cette fois marxiste, et Marx n'était pas du tout un partisan du revenu universel d'existence, qui consiste à dire, il ne s'agit pas d'atténuer la dureté du système tout en lui permettant de se perpétuer, il faut renverser le système précisément, et rompre. Alors, ici c'est très radical, c'est non pas seulement rompre avec l'échange et la production capitaliste, mais rompre carrément encore plus haut en amont avec l'idée même de marché, c'est-à-dire avec l'idée que la seule manière de se procurer des biens dans les sociétés contemporaines, c'est de les acheter. Et là, je comprends tout à fait que philosophiquement et politiquement, on puisse être opposé à cette idée. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'idée de revenu universel d'existence peut passer pour une idée encore relativement conciliante, modérée, permettant au système de se perpétuer, alors que la véritable transformation, ça serait d'en finir avec l'économie de marché. Oui, voilà. Puis on en revient à toute cette discussion-là d'arriver sur ces mêmes choses, des oppositions qu'il peut y avoir entre les gauches de gouvernement ou les gauches radicales, sur ces trucs-là, au moins on aura un peu ce truc-là, voilà, c'est pas non plus top, mais bon, vas-y, ça passera, et sur un truc mais en fait, dans les fameuses parenthèses libérales qui a été ouverte dans les années 80, milieu 80, pour demander l'élection de François Mitterrand, sur le tournant de la rigueur, et où là, maintenant, on y est encore dedans. Et effectivement, moi c'est d'un point de vue politique, il y a quelque chose d'effectivement, de dire, philosophiquement, je suis d'accord, mais effectivement, dans les faits, il y a un truc, du coup, c'est une conception qui accepte la notion capitaliste des choses, et du monde et du marché libéral, etc. Ça fait 1h45 qu'on est en entretien, cher Arnaud. Nous allons nous arrêter là pour l'instant. Bien, très bien. Parce que c'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé, merci beaucoup. Moi aussi. Je tiens à le préciser, tu es le premier à passer dans cette émission, etc. Je te remercie d'avoir accepté d'accepter le jeu, d'accepter cet entretien. On avait déjà eu l'occasion d'être dans des entretiens à titre personnel et puis professionnel aussi, puisque l'année dernière dans une émission de radio, je t'avais interviewé sur la question notamment la question de la retraite. C'est la question des retraites. La question des retraites, il y a un an, et malheureusement, déjà il y a 1 an et demi, quoi. C'était terrible quand même, cette histoire. On va se revoir, on va se reparler, Arnaud. Il y aura je t'invite alors quand, je ne sais pas, mais officiellement pour un nouvel épisode, pour reparler pourquoi pas du revenu universel, reparler de la retraite aussi, parce que puis parler pourquoi pas aussi de philosophie de la santé aussi, à un moment donné c'est important aussi d'en parler. Ou même d'écologie. En fait, parlons de tout. En fait, au bout d'un moment, il faut parler de tout, parce que tout est lié, parce que le principe de ce podcast, c'est aussi de parler d'intersectionnalité aussi, et de la lutte, l'exemple que tu donnes là sur le travail, dont on a échangé pendant ce podcast.
c'était vraiment, ça se rapproche de cette idée-là, quoi. En fait, on parle de philosophie, on parle de politique, on parle d'économie, on parle de social, on parle de syndicalisme un petit peu. Enfin, en fait, on parle de plein de choses parce que beaucoup de choses sont liées et on peut pas faire l'économie de tout ça. Et j'ai juste une dernière question. Tu seras le premier d'une, je l'espère, une longue lignée à répondre à cette question-là. C'est quoi pour toi prendre le temps ? Prendre le temps, ça n'est pas simplement le temps en longueur, c'est aussi le temps dans sa qualité, hein, dans son grain, dans sa nuance, dans sa saveur, dans la façon dont il est vécu. Et prendre le temps, notamment au travail, ça ne veut pas dire travailler plus longtemps, hein. Ça veut dire prendre un temps qui ne soit pas interrompu, brisé, altéré par des tâches incidentes, accessoires, qui se surajoutent constamment à ce qu'on est en train de faire. Et c'est donc pouvoir superposer une certaine durée du temps avec une certaine, un certain élan de ce qu'on est en train de penser, de désirer, de vouloir faire. Merci beaucoup, Arnaud. Allez, merci. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci à Arnaud d'avoir accepté l'interview et cet entretien. Vous pouvez retrouver le livre de Arnaud François aux éditions Hermann. Donc, je rappelle, c'est Le travail et la vie, transformation actuelle du travail. Si cet entretien vous a plu, merci de bien vouloir le partager si vous avez aimé, de suivre le compte sur Instagram qui s'appelle Enfin si vous avez le temps et la chaîne YouTube Cam ainsi que le compte Spotify. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez des retours à faire, etc. Je suis preneuse. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.